5 sur 7 matin, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Ils sont les Robins des Bois. Ils ont fait le choix de défendre tout le monde sans exception du moment où les droits de l'homme sont foulés aux pieds. Mais qui est-ce qui les défend eux à leur tour? Quel est le parapluie juridique qui les couvre dans cette mission hautement humaniste? Eh bien, la coalition béninoise des droits de l'homme soutenue par les activistes des droits humains et plusieurs organisations non gouvernementales mène un plaidoyer pour l'adoption d'une loi qui vise à les protéger et les encadrer. Pour en parler ce matin, nous recevons pour vous Serge Prince Agoudjan. Bonjour, monsieur Agoudjan. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers téléspectateurs. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vous êtes juriste, expert des droits de l'homme. Vous êtes rapporteur de la CBDH, c'est bien la Commission béninoise des droits de l'homme. Merci d'avoir répondu à cette invitation hautement matinale. Avant, bien sûr, d'entamer les échanges, nous allons voir cet élément, ce reportage que nous propose Stanislas Oussalimpon qui met évidemment en exergue la question. Nous aurons évidemment des éléments d'appréciation. Vous êtes d'ailleurs intervenu dans ce sujet. Regard perdu dans cette rue, témoin d'un assassinat manqué. Ici, à Ouedo, d'assez commun, des individus criblés de balles, ce défenseur des droits de l'homme en 2013. La cible est ratée, l'opération a échoué, mais les séquelles restent. Par chance pour moi, j'étais au téléphone, j'avais la tête baissée comme ça. Mais malgré ça, j'ai reçu 8 impacts, mais il y a 2 qui sont restés jusqu'à aujourd'hui. Le drame survenait à environ 500 mètres de son domicile le 9 décembre 2013. Dans le village, des habitants s'étonnent qu'on ait attaqué l'activiste des droits de l'homme. J'étais triste à l'époque. 10 ans après, si les auteurs restent inconnus, c'est comme si notre liberté est restreinte. Liberté de bois. Pas de suite concrète donnée au dossier, mais selon la victime, l'inexistence de la loi protégeant les défenseurs des droits humains au Bénin en est la cause. La loi sur la défense des défenseurs des droits de l'homme. J'y tiens, pas pour moi, mais pour le futur. À tout moment, ça pourrait arriver encore à quelqu'un d'autre. Regardez depuis 10 ans que moi, ça m'est arrivé. Mes avocats ont tempêté tout ça là, mais ils n'ont pas eu gain de cause. Et ça ne peut pas être comme ça pour tout le monde tout le temps. Pour combler le vide juridique aujourd'hui, la coalition des défenseurs des droits de l'homme a initié un projet de loi. Le texte porte sur la reconnaissance, la promotion et la protection des défenseurs des droits humains en République du Bénin. Il n'y a aucune loi qui nous protège. Le projet de loi est déjà sur la table des honorables députés. Bientôt, je crois que nous allons poursuivre encore avec quelques députés et continuer le plaidoyer dans ce sens-là. Mais l'État béninois a donné sa parole qu'il va mettre à disposition des défenseurs une reconnaissance de protection juridique. L'instrument juridique a été recommandé aux États en 1998 par la Déclaration des Nations Unies. La Commission béninoise des droits de l'homme souhaite que la loi soit enfin adoptée au Bénin. Le Bénin fait partie des rares pays qui n'ont pas encore cette loi. Il y a une déclaration des Nations Unies qui a été adoptée en 1998 qui fixe les obligations et les droits de ces défenseurs des droits de l'homme sur le plan mondial. Et c'est justement dans cette déclaration que nous avons des dispositions qui disent que les États doivent légiférer en interne pour permettre à ce que ces défenseurs soient protégés. Et au Bénin, aujourd'hui, un travail se fait par rapport à cela. Le projet de loi comporte 64 articles. Le document devrait garantir aux défenseurs leurs droits fondamentaux. Voilà donc quelques éléments d'appréciation soulevés par Stanislas Oussalimpon à travers ce reportage, Marcel. Monsieur Serge Agoudjan, nous sommes le 2 octobre 2023. Quelles sont les phrases que vous êtes en mesure de former avec les termes Bénin et droits de l'homme? Il est toujours difficile de pouvoir faire un diagnostic de l'état des droits de l'homme sans prendre en compte les paramètres qu'il indique. Et donc, la seule institution qui est capable de faire cette photographie, c'est la Commission béninoise des droits de l'homme, dont je suis membre, justement. Et on ne peut que se référer au rapport annuel que nous avons publié en 2021
2022, qui a dit que nous avons du chemin, nous faisons beaucoup de choses, mais nous avons vraiment du chemin pour améliorer les droits de l'homme au Bénin. Globalement, que dites-vous quand on vous parle de nous faire un état des lieux? L'état des lieux est difficile. L'état des lieux est difficile parce que au même moment où nous voyons des avancées au niveau de l'État, nous avons aussi beaucoup de difficultés, de faiblesses par rapport à l'exercice de cet état de droit. Il y a un seul élément qui le détermine. Par exemple, vous avez des personnes qui sont en détention et qui sont là, et nous l'avons dit dans le rapport, et qui ne sont toujours pas jugés. Alors même que les tests d'application Bénin ont indiqué clairement le délai dans lequel on va les juger. Il y a même certains qui bénéficient des décisions de la Cour constitutionnelle disant que leur détention est arbitraire, mais qui sont toujours au niveau des maisons d'arrêt et des prisons. Donc si nous voyons rien que cette photographie, nous avons beaucoup de craintes en disant qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Si nous prenons le système carcéral par exemple, il y a beaucoup à faire pour l'améliorer. Maintenant, si nous regardons les droits économiques, sociaux, culturels, c'est-à-dire les droits créances, les droits que l'État doit aux citoyens, nous avons beaucoup à faire. Il y a la santé, par exemple, il y a, tout ce qui relève aux obligations de l'État. Nous avons beaucoup de chemin à faire. Il y a des citoyens aujourd'hui qui n'arrivent pas, malgré tous les efforts que l'État fait, qui n'arrivent pas à bénéficier des soins de qualité, qui n'arrivent pas à bénéficier des plateaux techniques adéquats. Donc, lorsque nous sommes dans cette démarche, nous disons que l'État fait un peu d'efforts, mais il reste beaucoup à faire. Y a-t-il encore des initiatives à votre niveau, à la Commission béninoise des droits de l'homme, comme avec les associations de protection des droits de l'homme, y a-t-il encore des initiatives pour faire agir davantage l'État? Oui, il y a beaucoup d'initiatives. Si je prends la Commission béninoise des droits de l'homme, franchement, ça travaille beaucoup. Mais les gens ne le savent pas justement, parce que il faut être impacté pour le savoir. La personne qui est en détention et qui a fini sa détention et qui est encore maintenue dans les liens parce que l'ordre de mise en liberté n'est pas sorti, ben cette personne-là, lorsque vous la sortez grâce à vos plaidoyers, vous la sortez de la maison d'arrêt, il ne fait que vous remercier. Il y a des gens qui sont oubliés dans les maisons de détention qui ont fait 15 ans, et 12 ans, 14 ans, et qui n'ont plus de procédure du tout. Il n'y a pas de dossier. Il a fallu le passage de la Commission béninoise des droits de l'homme pour que nous puissions travailler, faire le plaidoyer nécessaire pour que ces personnes la sortent. Il y a beaucoup à faire dans tous les domaines. Et les gens, malheureusement ou heureusement, selon les positions que nous avons, ils ont tellement bien compris aujourd'hui que nous sommes assaillis de plaintes et de requêtes. Nous sommes à plus de 700 requêtes pour environ 10 personnes qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, je peux dire que il y a beaucoup d'actions qui se font, il y a beaucoup de plaidoyers qui se font au niveau de l'État, et nous discutons beaucoup avec les partenaires de l'État pour pouvoir trouver des réponses aux questions. Aujourd'hui, toutes les questions que nous appelons banales sont devant la Commission, et comme nous avons le devoir de faire ce qu'on appelle le règlement à l'amiable, de tenter de faire asseoir les parties pour discuter, eh bien ces personnes-là trouvent des solutions. Donc on n'arrive pas à tout faire, et ça c'est vrai. Mais comment arrivez-vous à avoir les informations comme par exemple les cas de ceux qui sont oubliés en prison? Oui, c'est deux initiatives qui nous amènent à avoir ces informations-là. Premièrement, nous avons des missions de visite inopinées et notifiées que nous faisons dans les maisons d'arrêt, et ça fait les 11 maisons d'arrêt du Bénin et les prisons civiles du Bénin. Donc nous venons du nord jusqu'au sud. Donc nous passons dans les maisons d'arrêt, nous passons des jours avec les régisseurs et toute l'équipe pour pouvoir rencontrer les détenus, discuter avec eux. Dedans, nous recevons beaucoup d'oublis, de procédures longues, etc., d'incompréhension, etc. Donc il y a cette phase-là. La deuxième phase, c'est la phase où les citoyens nous saisissent eux-mêmes à travers leurs plaintes. Et ces citoyens-là, ils tournent autour de ceux que nous avons appelés les officiers des droits de l'homme, qui sont dans les régions, dans les 6
6 grandes régions du Bénin, 6 grandes anciennes préfectures du Bénin, et qui travaillent pour nous remonter les informations. Il y a une autre méthode, une autre pratique qui nous permet de pouvoir aussi avoir l'information, c'est ce qu'on appelle l'autosaisine. C'est-à-dire les 10 commissaires, lorsqu'ils sont informés d'une situation, ils n'attendent pas la plainte, eux-mêmes, ils s'engagent dans la procédure. Et là aussi, il y a beaucoup de choses que nous découvrons lorsque nous allons sur ces sujets-là. Monsieur Aboudian, quelle est l'importance pour vous aujourd'hui d'avoir un parapluie juridique? De manière générale, le parapluie juridique existe déjà. Hein. Vous avez la Constitution, vous avez les conventions que l'État du Bénin a signées, vous avez les lois nationales qui sont votées dans tous les secteurs, vous avez l'organisation judiciaire, le droit au recours est prévu, donc tous les citoyens bénéficient de ces liens-là pour pouvoir se faire entendre. Vous parlez quand même d'un dispositif spécifique. Oui, maintenant nous sommes en train de travailler pour ce que nous appelons un dispositif spécifique par rapport aux défenseurs des droits de l'homme. Vous savez, les défenseurs des droits de l'homme, c'est des personnes, comme vous avez vu notre doyen Assoba parler, c'est des personnes qui travaillent individuellement, collectivement, dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Ce n'est pas facile pour eux de dire, par exemple, dans une commune, monsieur le maire, vous avez prévu faire un forage, finalement on n'a pas retrouvé le forage, mais nous avons vu une belle voiture que vous avez achetée. Qu'est-ce que vous avez fait de l'argent des contribuables de votre zone pour acheter, pour faire ce forage-là? Dans la pratique, et ce n'est pas seulement au Bénin, les gens n'acceptent pas ces formes d'information. Et donc, le défenseur qui arrive à dire ça, il est menacé, il est poursuivi, il est intimidé, quelquefois même, on trouve des alibis pour le mettre en détention, etc., etc. Les cas de femmes, c'est encore plus difficile. Les femmes défenseurs, c'est encore plus difficile parce que elles opinent, elles travaillent dans un secteur déjà très difficile pour les hommes. Je ne dis pas qu'il y a des secteurs où les hommes doivent être champions, mais les femmes vivent encore des situations plus dramatiques, les viols par exemple, les harcèlements par exemple, les intimidations et aussi l'intervention des belles familles. Vous savez, si votre belle-mère descend pour dire dans la maison, écoutez, ma fille, cette affaire de télé que tu fais tous les jours en dénonçant les gens, il faut que ça s'arrête, sinon, moi, je pense que je vais te faire la guerre. Lorsque les belles familles, vous savez bien la place des belles-mères dans notre conscience, c'est difficile. Et donc, ces femmes-là subissent ces difficultés-là. Et il fallait donc trouver un cadre approprié pour les protéger, comme l'a déjà prévu la déclaration des Nations Unies de 1998. Très bien. Et qu'avez-vous fait dans ce sens? Il y a déjà un document en place. Oui. Il faut dire que c'est dans tous les pays du monde, c'est la coalition des défenseurs des droits de l'homme. D'abord, est-ce que votre action découle de l'atelier de Madagascar? Oui, il y a eu, vous savez, si c'est la Commission béninoise des droits de l'homme, il y a tout le temps des sorties, des participations pour que notre pays, surtout que, vous le savez, depuis un an et demi environ, le Bénin est statut A. Son INDH est statut A, c'est-à-dire statut le plus élevé au niveau des institutions internationales, des institutions nationales des droits de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire pour ça voudrait dire que désormais, la Commission béninoise des droits de l'homme participe à toutes les sections où il y a le Bénin qui est en jeu et opine, parce que lorsque vous n'avez pas le statut A, vous ne pourriez pas participer aux sessions, vous n'êtes pas invité aux sessions, vous n'avez pas le principe, vous ne respectez pas les principes tels que édités pour les institutions nationales des droits de l'homme. Donc, par conséquent, avec le statut A, il y a beaucoup de séminaires, beaucoup d'ateliers. Les conditions pour accéder c'est compliqué, à c'est plus d'une année d'évaluation. C'est compliqué parce que, premièrement, on regarde ce que nous appelons les principes de Paris, qui restent une déclaration internationale qui organise tout ce qui est une institution nationale des droits de l'homme dans le monde. Donc, on regarde les principes de Paris. Et le premier élément des principes de Paris, justement, c'est l'indépendance de la Commission. Est-ce que la Commission arrive à travailler en pleine indépendance? Est-ce que les membres ne sont pas inféodés au pouvoir public? Donc, on vérifie
à travers votre tâche, vos personnalités, votre loi, si vous êtes vraiment indépendant. Et au même moment, c'est réglé au Bénin. Oui, au moins ça, si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez même pas avancer. Maintenant, il y a le critère qui constitue à dire que l'État, bien que vous travaillez sans aucune injonction de l'État, vous avez l'État le devoir de vous donner les moyens pour faire le travail. On regarde les ressources que l'État donne au pays. Et puis maintenant, vous-même, est-ce que vous assurez votre mandat? Est-ce que vous travaillez réellement? Est-ce que vous êtes dans les régions? Donc, c'est toute une évaluation. Ça a duré plus d'une année et ça a été éprouvant. Parce que le Bénin, depuis 40 ans, n'a jamais eu ce statut-là. Et nous, on avait pris ça comme un défi. Et heureusement, je loue vraiment les membres de la commission, tout le monde, parce que nous avons travaillé ardemment pour pouvoir avoir ce statut-là. Très bien. Et revenons à votre combat aujourd'hui pour que les associations, et les défenseurs des droits de l'homme, des droits humains puissent avoir, on va dire, le couvert, d'accord, le soutien, l'appui donc juridique qu'il faut. Est-ce que vous pouvez nous dire les actions que vous avez amenées dans ce sens? Qui est-ce que vous avez rencontré? Quel est le lobby que vous avez mis en place pour évidemment arriver à décrocher ce que vous êtes en train de rechercher? Et déjà, on ne fait pas un combat. Parce qu'on ne peut pas faire le combat contre les institutions de l'État. On fait un plaidoyer pour les inviter à comprendre la nécessité de mettre cet instrument-là à la portée des défenseurs. Oui, très. Puisque déjà, dans les rapports de la Commission béninoise des droits de l'homme, nous l'avons indiqué, nous l'avons proposé, et nous avons souhaité même que ça se fasse si vite. Vous savez, le Bénin fait partie des rares pays de l'Afrique de l'Ouest à ne pas avoir sa loi. Nous, on a commencé à travailler sur cette loi. Moi, j'étais le premier président de la coalition des défenseurs des droits de l'homme avant d'aller à la commission. Nous avons commencé à travailler sur cette loi avant le Burkina, avant le Togo, un peu au moment où la Côte d'Ivoire a démarré, mais tous ces pays, à l'exception du Togo, qui probablement dans les sessions prochaines va adopter sa loi, tous ces pays ont déjà eu leur loi. Ils ont eu l'expertise chez nous et ils ont déjà leur loi. Qu'est-ce qui n'a pas marché au Bénin? Non, le Bénin, c'est qu'il faut bien que les députés programment. Il faut bien qu'ils aient le temps de pouvoir travailler sur ces dispositions-là, sur ces lois. Il faut bien qu'ils votent la loi. Vous pensez que les députés ne sont pas aujourd'hui sensibles à ces questions? Non, ils sont, puisque nous, si nous prenons la Commission béninoise des droits de l'homme, nous avons pu rencontrer le président de l'Assemblée nationale qui nous a vraiment reçus et nous avons regardé ensemble les possibilités pour permettre à ce que les lois, parmi les lois, il y a beaucoup d'autres. De relecture, de lois, code numérique, il y a un certain nombre de lois que nous avons suggéré qu'on revienne là-dessus. Donc, on a discuté énormément, il nous a proposé des pistes, mais pendant ce temps, parallèlement, la coalition des défenseurs des droits de l'homme continue ce que nous appelons le plaidoyer soutenu par nous. Qu'est-ce que nous avons fait? Il y a eu beaucoup d'ateliers pour affiner la loi béninoise. Nous avons bénéficié de beaucoup d'expertise pour avoir une loi qui comble les difficultés que les autres lois ont eues sur le terrain. La loi de la Côte d'Ivoire, la loi du Burkina, nous on n'a pas voulu, par exemple, que nos lois-là ne s'ouvrent des difficultés que les autres pays ont eues. Est-ce que c'est un avantage de Oui, c'est plus ou moins un avantage de prendre en compte les difficultés. Je vous donne un exemple. La plupart des lois ne prévoyaient pas un mécanisme de suivi des difficultés que les défenseurs ont. Aujourd'hui, dans notre dispositif, tel que nous l'avons proposé, ce mécanisme de suivi existe et est organisé. Et ça permet maintenant que lorsque les défenseurs ont un problème, ils puissent vraiment savoir qu'il y a une équipe derrière pour les aider. Voyez-vous, dans la déclaration de 1998, qui est la déclaration des Nations Unies, il est par exemple dit que lorsqu'un défenseur a un problème, ou bien lorsqu'il a été, on a tenté d'atteindre à sa vie, lorsqu'il a des difficultés avec le droit, avec la justice, l'État a l'obligation de mener les enquêtes et de juger. Parce que le défenseur est aussi citoyen. Il peut commettre des actes qui ne relèvent pas de sa mission de défenseur. Donc pour clarifier cela, il faut que l'État donne
disons, de fouet aux institutions, aux juridictions, pour aller plus vite dans le dossier. Vous avez constaté que pour le doyen Assoba, jusque-là, malgré tout le plaidoyer que nous avons fait, pour que l'État puisse vraiment juger, tenter de clarifier ce qui s'est passé avec ce monsieur-là, nous ne l'avons pas encore eu. Et tout ça, c'est prévu dans la loi pour que l'État puisse avoir le mécanisme nécessaire, le cadrage nécessaire pour pouvoir travailler. Vous prenez par exemple les lanceurs d'alerte. Ça, c'est par exemple, les autres pays n'ont pas eu. C'est maintenant qu'ils sont en train de travailler dessus. Il y a une autre forme d'informateurs aujourd'hui qui sont les lanceurs d'alerte. Il faut bien les organiser pour que les informations qu'ils lancent, comme on dit lanceurs d'alerte, soient bien codifiées. Dans quel cadre ils vont le faire pour éviter que ces lanceurs d'alerte, en faisant la défense des droits de l'homme, se retrouvent devant les juridictions. Donc, la loi béninoise a parlé un peu de cette tranche de personnes qui sont tous des défenseurs des droits de l'homme. Et notre souhait vraiment, c'est que cette législature puisse doter historiquement le Bénin de cette loi sur la protection et les défenseurs. Est-ce à dire que la mouture existe déjà? Oui, la mouture existe et je crois même que la coalition a trouvé un des moyens efficaces pour pouvoir faire passer ça, c'est de le faire. Vous savez que la Constitution béninoise et les tests d'application béninoise ont prévu 3 voies pour aller à l'Assemblée nationale. Ou bien vous allez par le projet de loi, ça c'est le gouvernement qui le fait, ou bien vous allez par les propositions de loi, ça c'est les députés qui le font. Mais il y a une autre voie que les Béninois ne connaissent pas, c'est la voie de la pétition qui est ouverte aux citoyens, qui permet aux citoyens de saisir directement l'Assemblée nationale. Et je crois que c'est cette 3e voie qui a beaucoup plus d'avantages que la coalition a emprunté. Sans compter que nous aussi, au niveau de la Commission béninoise des droits de l'homme, nous avons une sous-commission qui s'occupe des défenseurs. Nous avons travaillé aussi pour que, même si la pétition ne marche pas, qu'il y ait des députés qui prennent encore ce dossier-là pour que très rapidement nous ayons cette loi-là pour le bonheur de tout le monde. Vous l'espérez pour quand, hier? Cette question, elle est bonne pour les députés. Mais nous, on souhaiterait vraiment que, après la session budgétaire qui va passer, puisque vous savez que les députés ont un calendrier énorme, après la session budgétaire, que nous ayons la possibilité d'avoir une session pour pouvoir travailler sur cette loi et les lois qui sont en souffrance. Est-ce que vous scrutez l'horizon avec beaucoup plus de sérénité aujourd'hui? Oui, nous croyons fermement, parce qu'au niveau de l'État, il y a cette volonté de mettre en place cette loi-là. D'abord, la coalition a déjà rencontré le cabinet du ministre de ce temps pour leur montrer le projet. La coalition est allée à l'Institution nationale des droits de l'homme que nous sommes pour pouvoir nous faire un plaidoyer ce que nous portons. Et aussi, la coalition vient de déposer la proposition par pétition. Et nous aussi, nous y travaillons pour que les acteurs puissent être sensibilisés. Et je voudrais donc vous remercier l'ORTB qui a accepté de nous donner ce plateau-là. C'est complètement difficile de venir si vous n'avez pas les moyens qu'il faut, mais vous, en tant que défenseur aussi, vous avez trouvé pertinent. C'est une cause commune. Voilà, vous avez trouvé pertinent de faire ce plateau. On invite les autres qui sont intéressés par le sujet de faire des plateaux pour que nous puissions vraiment décortiquer la loi, expliquer l'importance de cette loi. Vraiment, merci à toute l'équipe de l'ORTB, à toute sa direction pour avoir permis au moins d'échanger sur ces plaidoyers-là qui est fondamental. Plaisir, hein. Merci beaucoup. Les portes de l'ORTB vous sont ouvertes. Merci. Vous revenez quand vous voulez. C'est vraiment quand vous voulez, monsieur Prince Agodjon. Merci beaucoup. Merci et je salue tous les défenseurs aujourd'hui, ceux qui ont des difficultés. Je salue tout le monde de la commission pour le travail qui se fait. Et puis je salue tout le gouvernement pour l'écoute et l'accompagnement qui doit se faire au niveau de cette problématique-là des droits de l'homme. En réalité, les droits de l'homme, c'est le respect simplement de la dignité de la personne humaine. Les droits de l'homme, la première valeur, c'est de respecter la dignité de la personne humaine. Et respecter la dignité de la personne humaine, ça n'augure à aucune race, ça n'augure à aucune religion. C'est toute la personne humaine, puisque notre Constitution a dit que la personne humaine est sacrée et inviolable, et nous devons travailler pour sa vraie dignité. Merci beaucoup Serge Prince Agodjon. Vous êtes donc juriste, expert des droits de l'homme, rapporteur de la CBDH, la Commission béninoise des droits de l'homme. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. 5 sur 7 matin, tout de suite, Gildas Aizanon, lui, il est acteur politique. Il va nous donner sa lecture de l'actualité nationale. Plusieurs sujets à l'ordre du jour, mais on va y aller vite, très vite, comme sur des chapeaux de roue. À tout de suite.